depuis le début de l'année pour résoudre un régime transitoire en régime sinusoïdal forcé, qui vont être les deux cas qu'on va rencontrer. Donc on peut justement repartir de ça. On a deux types d'études, qui sont les deux types d'exercices qu'on rencontre très souvent en Neumann, soit des régimes, soit le générateur délivre un échelon de tension. Et c'est l'exercice qu'on va faire ensemble tout de suite. Et donc là, on va avoir un régime transitoire plus régime permanent continu. Soit le générateur délivre une tension sinusoïdale. Et dans ce cas-là, on a un régime transitoire. Je vous rappelle que ce régime transitoire, quand on étudie le régime sinusoïdal forcé, il est négligé, qui s'atténue au bout de 4 taux. 4,6. Au bout de quelques taux. Puis régime permanent sinusoïdal. Donc voilà les deux types de contextes qu'on peut rencontrer sur ces exercices. Et donc quand on étudie le régime permanent sinusoïdal, je vous rappelle que très souvent on passe par la notation complexe ou par Fresnel. Évidemment, pour ceux qui ont suivi un PSI, vous allez faire très souvent l'an prochain. Donc voilà les deux types d'exemples qu'on va rencontrer. En fait, on part de ces deux équations qui sont tout en haut. Et on les passe soit en régime permanent continu, en régime transitoire exponentiel, comme on a l'habitude. On a eu l'habitude en électrostatistiques, soit on les passe en complexe avec un E cos oméga-t, on passerait en complexe, les dérivés deviendraient j oméga, et puis on pourrait résoudre ça assez facilement. On va avoir deux types d'exercices dans le TD. Donc justement, on va faire un premier exercice ensemble pour sortir un peu du cours et puis voir un petit peu comment on applique ça. Donc pour l'instant, il s'appelle exercice 8. Le TD, je vais un petit peu le modifier. Comment définit-on le flux? Car on a vu plusieurs définitions de formules et je suis un peu perdu. Le flux, il y a une seule formule. Le flux, c'est l'intégrale de B scalaire ds à travers le circuit fermé sur lequel vous travaillez. Après, ce qu'on a vu hier, c'est que selon que ce soit le champ B créé par votre circuit ou le champ B d'un circuit extérieur, eh bien le flux ne va pas être proportionnel à la même grandeur. Mais à la base, il n'y a qu'une seule formule pour laquelle le flux, c'est cette formule-là, qui est égale à B scalaire S si le flux B est uniforme sur la surface. Et voilà la formule du flux. Hier, simplement, on a vu que si c'était le champ B créé par le circuit lui-même, d'après les règles qu'on a vu dans le premier chapitre, eh bien, il est proportionnel à l'intensité qui traverse le circuit, donc ça voudrait dire que le flux est proportionnel à l'intensité, donc qui s'écrit L fois I, et que si c'est le champ B créé par un circuit extérieur, ça fait M fois I de l'autre circuit. Et ça, c'est uniquement valable pour des circuits parcourus par des courants. Si je fais de l'induction mutuelle avec un aimant, je vais pas écrire que c'est M fois I2. Ça n'aurait pas de sens puisque l'aimant n'est pas parcouru par un courant. Donc la seule formule à laquelle vous devez penser pour le flux, c'est celle-ci. Et après, il faut s'adapter selon le contexte. Est-ce qu'on a plutôt de l'induction mutuelle, de l'auto-induction, ou alors carrément autre chose, de l'induction de Lorentz, comme on verra la semaine prochaine. Mais à la base, il y a une seule formule du flux qu'on a réécrite dans certains contextes, qui est l'auto-induction et la mutuelle induction. Mais à la base, la formule, c'est celle de départ. Si vous avez complètement oublié ce qu'est l'auto-induction ou la mutuelle induction, si on vous donne la formule du champ créé par le circuit, vous remplacez dans B scalaire S et vous allez voir que ça devient proportionnel à I. Alors, petit exercice. Donc on considère deux circuits couplés par mutuelle inductance. Donc quand on vous dit couplé par mutuelle inductance, évidemment, il faudra prendre en compte cette induction mutuelle dans l'exercice. Le premier est constitué d'un générateur qui délivre un échelon de tension d'une résistance d'une bobine d'auto-inductance L. Ça, c'est l'auto-induction.
Donc ça veut dire qu'on va prendre en compte l'auto-induction. La deuxième est constituée d'une résistance et d'une bobine de même inductance propre. Et on note M, le coefficient d'inductance mutuelle. Donc voilà les deux types d'induction. En violet, l'induction mutuelle et en vert, l'auto-induction. Donc on va dessiner ça. Donc le premier circuit est constitué d'un générateur idéal. S'il n'est pas idéal, c'est pas grave. La résistance du générateur sera absorbée dans la grande résistance R. Donc on vous dit qu'il y a une résistance R et une bobine. Donc si on me dit qu'il y a une bobine, je vais la dessiner, même si je sais que je peux la modéliser par un générateur fictif de Faraday. Il y a un interrupteur aussi. Voilà. Le deuxième, c'est uniquement une résistance et une auto-inductance. Et on note M, le coefficient d'induction mutuelle. On n'oublie pas qu'il va y avoir de l'influence d'un circuit sur l'autre qu'il faudra prendre en compte. Et donc ici, on a l'auto-induction qui est portée par cette bobine et l'induction mutuelle qui est portée par M. AT égale 0, on ferme l'interrupteur. Et donc en fermant l'interrupteur, on va avoir un régime transitoire. Qui dit régime transitoire dit courant dépendant du temps. Qui dit courant dépendant du temps dit champ magnétique dépendant du temps. Qui dit champ magnétique dépendant du temps dit flux dépendant du temps. Qui dit flux dépendant du temps dit induction. Voilà un petit peu la démarche qu'on va avoir. Très bien. Donc on va faire ça. On va essayer de résoudre ce problème. Donc soit on le modélise par des générateurs de Faraday, soit on passe comme ça par les auto-inductances. Donc avant toute chose, on me demande les conditions initiales. Ici, il faut se rappeler de ce qu'on a pu faire ensemble en début d'année. Donc rappel. Quelle est la grandeur continue pour une bobine? I. Très bien. Donc I est continu pour une bobine. Ça, il ne faut pas l'avoir oublié. C'est très important. Donc I de 0 plus. Alors I1, ça va être valable pour les deux circuits. Égal à I1 de 0 moins et I2 de 0 plus. Égal à I2 de 0 moins. Où je note I1 et I2 les intensités qui circulent dans les deux circuits. Et donc, évidemment, comme l'interrupteur est ouvert, ça vaut 0. Comme le circuit n'est pas fermé et qu'il n'y a pas de générateur, dans les deux cas, ça vaut 0. Ici. On pourrait également faire la petite étude en régime permanent, si vous vous rappelez. Remarque. En régime permanent, la bobine se comporte comme un fil. Et donc ça nous permet de trouver le régime asymptotique des intensités, ce qui est assez intéressant. Donc le circuit équivalent, ça va devenir dans le premier E, R, fil, interrupteur fermé, en mutuelle induction, avec R, et fil. Et donc on a I1 de l'infini qui est ici, I2 de l'infini qui est ici. Donc que vaut I2 de l'infini immédiatement. I2 ça vaut 0 en effet, et I1 de l'infini, d'après la loi de Pouillet, ça vaut E sur R. Donc on sait déjà qu'on doit trouver ça en l'infini. Ça vous rappelle les choses? Petit calcul. C'était pas votre fort dans mes souvenirs électrocinétiques. Tant mieux. Est-ce que c'est cohérent vu les phénomènes d'induction que I2 de l'infini soit nul? Parce que si on me dit que I2 de l'infini est nul, ça veut dire que j'ai plus d'induction, plus de courant induit. Je rappelle que I2 c'est le courant induit. I2 c'est le courant induit, c'est
absolument remarquable. J'ai un circuit fermé avec aucun générateur. Induit, hein, et pourtant, j'ai absolument remarquable. J'ai un circuit fermé avec aucun générateur. Et pourtant, j'ai un courant qui va circuler. Et oui, en fait, très bien. En effet, au bout d'un certain temps. Et oui, très bien. En effet, au bout d'un certain temps. L'intensité ne varie plus 4,6 dans le circuit 1, et comme l'intensité ne varie plus, le champ B ne varie plus, et comme l'intensité ne varie plus, le champ B ne varie plus, dans ce cas-là, sauf si je bouge la bobine de droite, dans ce cas-là, je peux quand même faire varier le flux, mais si je bouge pas la bobine, d'après Faraday, moins d de flux sur dt va donner 0, moins d de flux sur dt va donner 0, tout simplement plus de courant induit. Très bien. Très bien. Voilà un petit peu pour un rappel. J'ai fait un peu plus que ce qui était demandé. Écrire le système d'équation différentielle couplé vérifié par I1 et I2. Là, on va passer par l'induction. Donc, on utilise des circuits équivalents. D'induction. Donc, les circuits équivalents d'induction, je les rappelle. C'est de modéliser tout ce qui est flux propre et flux mutuel par un générateur fictif. Vous l'aurez pas, de Faraday. Donc moi je vais mettre même l'auto-induction dans le générateur fictif de Faraday. Et il restera que l'interrupteur qui est fermé. Donc ça c'est le générateur fictif de Faraday. Comme ça, je tiens compte de l'induction et de la mutuelle induction. Vous avez le droit, je l'ai déjà dit hier, de ne mettre que l'induction mutuelle dans le générateur de Faraday. C'est pas très grave. L'idée étant d'avoir les bonnes équations à la fin. Donc on se met en convention générateur, d'après Faraday, pas réfléchir. Et on a vu hier que on sait que E1, c'est moins d de flux 1 sur dt, et le flux total s'écrit comme L1I1, donc ici L est la même pour les deux, M est le même pour les deux, donc E1 c'est moins L dI1 sur dt, moins M dI2 sur dt, et de même, la tension du générateur fictif de Faraday pour le circuit 2, c'est moins d de 2 sur dt, c'est moins L dI2 sur dt, moins M dI1 précis sur dt. Donc ça c'est l'induction, et c'est là où s'arrête l'induction. C'est ça qu'il faut savoir du chapitre de Neumann, et derrière c'est que l'électrocinétique, comme ce qu'on a pu faire ensemble en novembre. Donc derrière je fais loi des mailles. Dans les deux circuits. Dans le circuit 1, bah, tout simplement, ça va me donner que E plus E1 égale à RI1. Et dans le circuit 2, ça va me donner que E2 est égal à RI2. Est-ce que ça va à peu près jusque-là? Donc j'ai simplement l'induction apparaît au niveau des calculs de E1 et E2. Et une fois qu'on a E1 et E2, on fait des lois des mailles. Loi des mailles E plus E1 égale RI1, E2 égale RI2. Je pense que ça va. Si j'avais dit que c'était des vrais générateurs, j'aurais su écrire la loi des mailles. Et ensuite je remplace tout simplement parce qu'on a trouvé, E moins L dI1 sur dt moins M dI2 sur dt égale RI2, et que moins L dI2 sur dt moins M dI1 sur dt égale RI2. C'est un RI1 ici. Hop. Alors le sens de I2, je choisis complètement arbitrairement. Thomas, je pourrais réfléchir à la loi de Lenz pour savoir dans quel sens va être I2, mais ici je l'ai choisi complètement arbitrairement. En fait, je l'ai mis dans le sens générateur pour la bobine parce que je sais que c'est la bobine qui va se comporter en générateur en fait. Mais peu importe le sens dans lequel vous le mettez, il n'y a pas de problème, puisque c'est E2 que vous mettez dans le même sens. C'est E2 qu'on met dans le même sens que I2, donc si vous avez mis I2 dans l'autre sens, ça va rien changer. Alors il n'y a pas de sens opposé, c'est complètement arbitraire. Dans le pire des cas, I2 sera négatif, c'est pas très grave.
Très bien. Très bien. Donc mon système d'équation, je vais le réécrire sous la forme E égale R1 plus LDI1 sur dt plus MDI2 sur dt et 0 égale à RI2 plus LDI2 sur dt plus MDI1 sur dt. Donc voilà mon système d'équation, c'est exactement auquel on avait abouti en fin de cours. C'était l'occasion de revoir un petit peu ça. Et E est une constante. Hein. Ici, attention, on n'est pas en régime sinusoïdal. Donc ça, c'est bien une constante. Donc maintenant, comment résoudre ça? Il y a des petites astuces qui permettent de le faire. Et l'astuce vous est proposée dans les comment résoudre ça? On vous dit, il y a des petites astuces qui permettent de le faire. Introduire et l'astuce vous est proposée les fonctions somme et différence. Introduire et c'est ça qui va permettre de découpler les équations. C'est toujours la même méthode. Et c'est ça qui va permettre de découpler les équations. C'est toujours la même méthode. La méthode. Si on introduit les fonctions somme et différence. Exactement, comme dans le DS1. Exactement. C'est souvent cette méthode-là qu'on utilise. Alors ceux qui sont à l'aise, on peut aussi résoudre ça sous forme matricielle. Cette méthode-là qu'on utilise. Alors ceux qui sont à l'aise, on peut aussi résoudre ça sous forme matricielle, mais c'est plus dur. Donc la somme c'est I1 plus I2. Et la différence c'est... Alors, sur un jour dans votre vie. Ça peut être les deux, c'est pas très grave. I1 moins I2. Donc la somme c'est I1 plus I2. Et la différence c'est... Ils le prennent dans donc l'idée c'est d'introduire les fonctions somme et différence. D'obtenir les équations différentielles découplées sur la somme et différence. Donc l'idée c'est d'introduire les fonctions somme et différence. D'obtenir les équations différentielles découplées sur la somme et différence. Puis de revenir. S et D. Puis on revient. S et D. Puis on revient. I1 et I2. Avec, je vous rappelle la petite astuce, on fait la demi-somme et la demi-différence. Égale à S plus D sur 2. Égale à S plus D sur 2. Demi-somme. Et I2 qui est égal à S moins D sur 2. Donc voilà l'idée. La demi-différence. Donc on va découpler ça, vous allez voir que ça marche très bien. On ajoute les deux, on va ajouter les deux, on va soustraire les deux, on va obtenir deux équations complètement découplées sur S et D qu'on sait résoudre, et après on revient sur I1 et I2, la demi-somme et la demi-différence. C'est un peu astucieux, mais c'est quand même quelque chose de classique en physique. Donc je vais faire la somme des deux. Donc quand je fais la somme des deux, le membre de gauche vaut E. Je vais me retrouver avec R que factorise I1 plus I2 plus L que factorise DI1 sur DT plus DI2 sur DT que factorise M que DI1 sur DT DI1 sur plus DI2 sur DT exactement M plus L plus M que factorise DI1 sur DT, donc on va mettre directement M plus L. Et en quoi j'ai progressé? Bah, c'est simple. La somme des dérivés, c'est la dérivée de la somme. Donc ça, je vais le réécrire. La somme des dérivés, c'est la dérivée de la somme. Ça, je vais le réécrire comme étant R facteur de I1 plus I2 L plus M plus D sur DT D sur DT plus I2 de I1 plus I2. J'ai le droit de dire que la somme des dérivés, c'est la dérivée de la somme. Et bien là, normalement, vous reconnaissez. Oula. Pas très pratique ça. Pourquoi il fait ça? Attends. Au revoir. Ok, c'est parti. Donc ici, vous reconnaissez évidemment la fonction S de T. Donc on va pouvoir réécrire ça sous la forme E égale à R fois S de T plus L plus M ds de T sur dt. Première équation différentielle. Et en quoi c'est mieux que tout à l'heure? Parce que la seule variable dépendant du temps, c'est S. Ici, j'ai une équation différentielle d'ordre 1 que je peux mettre sous sa forme canonique, comme on faisait également avant. On peut mettre sous la forme ds sur dt plus R sur L plus M S égale à E sur L plus M, et je peux identifier de cette forme canonique. Eh bien, on fait plein de révisions. dx sur dt plus 1 sur taux 1 x égale à 1 sur taux 1 x infini.
Donc je l'appelle taux 1 puisqu'il va y avoir deux constantes de temps différentes. Donc on identifie. Taux 1 égale que votre taux 1 ici. L plus M sur R. Très bien. Et S de l'infini, on voit bien que c'est E sur R. Ce qui est égal à I1 de l'infini plus I2 de l'infini. Et donc là on est content parce qu'on avait trouvé E sur R et 0 comme étant les deux valeurs à l'infini. Donc c'est bien cohérent avec ce qu'on a fait. Donc voilà pour la première équation. Ça va Ce qu'on fait à peu près clair. Ça permet de réviser des choses qui sont plutôt anciennes. C'est ça qui est bien avec le bloc d'induction. C'est en fin d'année, ça permet un peu de revoir les choses importantes. Et donc je vais faire la même chose, mais en faisant la différence cette fois, et après je ferai la résolution. Donc je vais faire étoile moins double étoile. Non, ça n'a pas de nom, L plus M. Donc je fais la même chose. J'ai donc dans le membre de gauche E moins 0. Peut-être on va mettre ça. Les ayés sous les yeux. Peut-être plus facile à suivre. Voilà. Donc cette fois je fais la différence. Donc le membre de gauche ça me donne E moins 0. Le premier terme ça me donne R facteur de I1 moins I2. Et ensuite je vais avoir un L qui vient factoriser D1 sur DT moins DI2 sur DT. Et M qui vient factoriser un DI2 sur DT moins DI1 sur DT. Nous, notre idée, c'est de faire apparaître I1 moins I2. Donc on va réécrire tout ça sous la forme R facteur de I1 moins I2. Plus, alors si on regarde bien, ça fait L moins M facteur de DI1 sur DT moins DI2 sur DT. Et là, on fait la même astuce que tout à l'heure. E égale R facteur de I1 moins I2 plus L moins M T sur DT de I1 moins I2. Et là, je reconnais encore des petites choses. Je reconnais I1 moins I2 qui est donné comme étant D de T. Et I1 moins I2 ici. Tout ça, c'est D de T. Et donc on obtient bien l'équation différentielle, exactement comme tout à l'heure, qui est que E égale à RD de T plus L moins M dérivé par rapport au temps de D. Et donc je la mets sous forme canonique. E sur R. Pardon, E sur L moins M. D de D sur DT. Plus R sur L moins M D de T égale à E sur L moins M. Et donc on peut identifier taux 2 qui cette fois vaut L moins M sur R. Donc qui est plus petit que taux 1. Et taux D de l'infini, pardon. Égal à E sur R, qui est égal à I1 de l'infini moins I2 de l'infini. Et donc on est toujours content puisqu'on a trouvé E sur R moins 0. Tout va bien. Donc là on a énormément progressé dans la mesure où nos deux équations différentielles sur S et sur D sont des équations découplées. C'est-à-dire que je sais résoudre immédiatement. Donc on va les mettre face à face et on va résoudre ça. Voilà. Ça va pour la mise en équation? Alors super. Donc pour les résoudre, je vais utiliser la notation avec taux. Ce sera un peu plus rapide. J'ai ds sur dt plus 1 sur taux 1s égale à
égale à E sur taux 1. E sur taux 1. Pas E sur taux 1. Déjà 1 sur taux 1. 1 sur taux 1. Fois E sur R. Fois E sur R. Et j'ai dt sur dt. D sur dt. Plus 1 sur taux 2. 1 sur taux 2. D. Égale à 1 sur taux 2. Fois E sur R. Fois E sur R. Voilà. Et donc on résout. Vous vous rappelez de la solution de cette équation? dx sur dt plus 1 sur taux. Mon exponentielle moins t sur taux 1 plus s infini. Ouais, c'est presque ça. J'ai oublié une petite constante. Super. Donc en effet, ça fait lambda 1 exponentielle moins t sur taux 1 plus s de l'infini. S de l'infini, c'est E sur R. Et donc d de t, ça vaut lambda 2 exponentielle moins t sur 2 cette fois. Plus E sur R. Alors le E sur R vient à chaque fois du fait que ça et ça, là, c'est S de l'infini et D de l'infini qui sont égaux. Ah oui, c'est important, Hamar, de ne pas oublier la constante, puisque après il faut appliquer la condition initiale. Donc voilà notre résolution. Pour l'instant, elle n'est pas terminée. Il faut appliquer les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est I1 0 égale 0 et I2 0 égale 0. Bon bah ça implique de manière évidente que S de 0 égale 0 et que D de 0 égale 0. Bon bah si on applique ça, on va trouver tout de suite que lambda 1 égale à moins E sur R et que lambda 2 est égal à moins E sur R. Et donc tout calcul fait, on trouve que la somme est égale à E sur R facteur de 1 moins E moins T sur taux 1 et que D de T est égal à E sur R 1 moins E moins T sur taux 2 cette fois. Je ne vais pas mettre ma parenthèse. Pas sympa. Donc voilà ce qu'on obtient pour S et D, tout calcul fait. Vous savez encore résoudre ce genre d'équation, ça va? Si on sortit dessus, vous savez résoudre des équations d'ordre 1, des équations d'oscillateur harmonique d'ordre 2, l'oscillateur harmonique, les équations d'oscillateur harmonique amorties dans les trois régimes, pseudo-périodique, apériodique et critique. Vous êtes clairement au point pour la suite. Il faut absolument maîtriser ça. Il ne faut plus que ce soit une hésitation. Ça doit être les gros acquis de sup, ça doit être les méthodes de résolution des quadifs. Il y en a 5 types. Ordre 1, ordre 2, non amorti et 3 en ordre 2 amorti. Très bien. Il y a aussi, la cinétique d'ordre 2 qui était un peu différente. Un peu autre chose. Donc là on a presque fini. Maintenant on revient aux intensités. C'est quand même ce qu'on cherche à la base. Et donc on va faire demi-somme et demi-différence. Et on va obtenir normalement qu'on veut obtenir. On cadre ça. Donc on fait la demi-somme et la demi-différence. I1 de T, c'est S plus D sur 2. Donc quand je fais la demi-somme, je vais me retrouver avec E sur R plus E sur R. Donc ça va me faire diviser par 2. Donc ça va faire E sur R en termes constants. Et ensuite je vais avoir la soustraction des exponentielles. Donc moins E sur 2R, facteur de exponentielle moins T sur taux 1, plus exponentielle moins T sur taux 2. Ça va? Et donc I2 de T, par contre je fais la demi-différence. C'est S moins D sur 2 cette fois. Et donc, étant donné que je fais une différence, le terme constant E sur R s'en va. Donc il va me rester simplement E sur 2R. Facteur de exponentielle moins T sur taux 2 moins exponentielle moins T sur taux 1. Alors, si on regarde ça, ici,
Et ici, ce sont les régimes transitoires. Très important. Très important. Et ici, on a un régime permanent. Ici, on a un régime permanent. Ça, c'est le régime permanent. Ça, c'est le régime permanent. Donc, I1 de l'infini, on retrouve bien qu'il est égal à E sur R. Et ici, le régime permanent, on retrouve bien que I2 de l'infini est nul. Il n'y a plus d'induction. Comme prévu. Voilà la résolution complète de cet petit exercice. Alors on nous demande de les tracer. Je crois. Représenter l'allure. Pas de soucis, Joshua. Ça arrive. Donc pour les tracer, j'ai pas numéroté les questions, je suis désolé. Bon, comme on le fait ensemble, c'est pas très grave. Donc on doit représenter I1 et I2 en fonction du temps. Donc on va représenter I1 en vert. Donc on doit partir de 0 et on doit arriver à E sur R. Et on va représenter I2 en orange. On doit partir de 0 et arriver à 0. D'accord. On a un petit problème. Donc, on va regarder un petit peu si I1 et I2 sont... Bon, donc, I1, on va regarder un petit peu si assez clair pour, I1 et I2 sont tout le monde. I1, je pense que l'allure, c'est assez le I2, c'est peut-être pas si évident que ça. Le I2, I2 va être positif ou négatif. On peut comparer on peut comparer les termes. On peut déjà calculer la dérivée. La dérivée. I2 sur dt en t égale 0. Pour essayer de voir si ça part vers le bas ou vers le haut. Donc la dérivée, c'est égal à moins... à E sur 2R, pardon. Facteur de moins 1 sur taux 2. Exponentielle 0, si je regarde en 0. Plus 1 sur taux 1. Exponentielle 0. C'est donc égal à E sur 2R. Facteur de 1 sur taux 1 moins 1 sur taux 2. Et alors on avait trouvé tout à l'heure que taux 2 était plus petit que taux 1. Donc 1 sur taux 2 est plus grand que 1 sur taux 1. Et donc 1 sur taux 1 moins 1 sur taux 2 est négatif. Très bien. Donc je dois partir vers le bas. J'ai une tangente à l'origine qui part vers le bas. Donc évidemment mon I2, il va commencer négatif et puis il va rester négatif en fait, tout le temps. Puisque c'est une exponentielle, ça va pas changer. Pardon, on va le dessiner proprement. On va avoir quelque chose comme ça. Ici. Si on fait propre. Et I1, par contre, lui, il va partir. Et ils doivent arriver en régime permanent à peu près en même temps. Donc voilà ce qu'on obtiendra ici. Donc ça c'est le régime permanent et ça c'est le régime transitoire. Donc voilà pour cet exercice. Et ça c'est le régime transitoire. Ça va? Voilà pour cet exercice. Ça va? J'ai pris pas mal de temps pour faire ce petit exo, mais ça permet de réviser. Je pense que c'est une bonne chose de réviser. Ça permet de réviser. Je pense que c'est une bonne chose de réviser. De résolution d'équations différentielles. Parce que tout le monde n'est pas forcément. Se souvient pas forcément totalement de comment faire, surtout en sortie de complètement différent la terme. Ok, voilà pour cet exercice. Que je souhaitais faire. Maintenant, on va regarder autre chose. On va regarder un petit peu l'aspect énergétique, comme on avait pu le faire pour le. On va regarder un petit peu l'aspect énergétique, comme on avait pu le faire pour le. Mais on va le regarder pour la mutuelle induction. L'auto-induction. Mais on va le regarder pour la mutuelle induction. Donc on va repartir de ça.
Ce sont les équations qu'on a établies en fin de cours hier. On va regarder un petit peu les aspects énergétiques. Puisqu'on connaît l'énergie stockée par auto-induction, c'est 1,5 de Li carré. Maintenant, j'aimerais bien connaître l'expression de l'énergie stockée par induction mutuelle. Donc, on connaît l'énergie emmagasinée par auto-induction. C'est E mag égale 1 de Li carré. Et maintenant on cherche. On va chercher l'énergie emmagasinée par mutuelle induction. E mutuelle. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on va pouvoir obtenir? Donc ça c'était E auto-induction. Je vous écoute. Proposez-moi quelque chose. Un demi de L I1 plus au carré. M1 DI2 sur dt. Un demi de M. Un plus I2 au carré, c'est pas mal comme idée. Donc je sais que M et L sont de même unité, l'induction mutuelle va forcément faire intervenir M. Donc on fait un demi de M I1 plus I2 au carré, c'est une bonne idée. Un M I1 DI2 sur dt, pourquoi pas. Bon, on va regarder. Donc l'astuce c'est toujours la même. Donc si j'appelle étoile, ça prendra l'équation étoile. Cette deuxième, je vais faire étoile fois I1. Et je vais faire double étoile fois I2. Ça revient à faire un bilan de puissance dans chacune de mes équations. Ici. En faisant ça, qu'est-ce que je récupère? E fois I1 égale à R I1 carré plus L1 I1 D sur dt de I1 plus M I1 DI2 sur dt. Et dans le deuxième, je reconnais 0 égale à R I2 carré plus L2 I2 DI2 sur dt plus MI2 DI1 sur dt. 1,5 de L1 I1 carré, ça on va les avoir, vous avez raison. Mais c'est pas l'induction mutuelle. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît dans ces deux équations? Qu'est-ce que vous reconnaissez? Dites-moi tout. Plein de choses normalement. La puissance joule. Très bien, ça c'est les pertes joule. Dans les deux circuits. Super. EI égale puissance du générateur. Parfait. Donc là je reconnais ici. Le générateur. Là, on avance bien. Ça c'est la puissance du générateur. La puissance magnétique des deux bobines, en effet, on va les reconnaître ici. Classique. Donc ça c'est les auto-inductions. Donc ça c'est l'énergie magnétique, la puissance magnétique par auto-induction. Donc tout ça c'est les choses qu'on a déjà rencontrées cette année, on sait réécrire. Les L1, I1, DI1 sur dt, on sait qu'on peut les réécrire sous la forme d'une dérivée. Maintenant qu'est-ce que je fais des deux derniers termes? Forcément les deux derniers termes c'est la mutuelle induction. Il n'y a pas de secret. Mais eux, est-ce que je peux les réécrire directement? Vous êtes trop fort aussi. Alors pourquoi vous voulez sommer les équations, Thomas? C'est en effet une super idée. Qu'est-ce que je gagne à sommer les équations? Eh oui, Corentin. Si on somme les équations, on voit apparaître un UV plus UV'.
Et ça, c'est la dérivée d'un produit. Et donc, pouvoir se retrouver encore une fois avec un seul terme sous la dérivée. Et le terme sous la dérivée, je vous rappelle que c'est l'énergie. Et donc, on aura gagné. Donc, super idée. C'est vraiment trop fort. Donc, en effet, on somme les équations. Si je somme, je vais retrouver la puissance fournie. C'est la puissance du générateur. Et cette puissance de générateur va se séparer en beaucoup de choses. Elle va se séparer en effet joule pour chacun des circuits. L'auto-induction, je sais que je peux la réécrire comme d sur dt de L1. L'auto-induction, je sais que je peux la réécrire comme d sur dt de L1 I1 carré plus d sur dt I2 carré. Ça, c'est des choses qu'on a déjà fait. Et enfin, je vais me retrouver avec M. Et enfin, je vais me retrouver avec M DI2 sur dt. DI2 sur dt. Si je factorise I2. DI1 sur dt. Et comme ça a été dit dans le chat, en effet, ici on repère la dérivée d'une seule fonction qui est I1 I2. Ça fait bien I1 DI2 sur dt. Il manque des 1,5. Ah oui. Des 1,5. C'est très grave. Merci. Et donc là, on a presque fini. Puisque ça veut dire qu'on peut écrire le bilan de puissance globale sous la forme E fois I1 égale R I1 carré plus R 2 carré, ça c'est les termes joules, plus la dérivée d'une seule grandeur, qui est l'énergie électromagnétique totale, c'est-à-dire 1,5 de L1 I1 carré, plus 1,5 de L2 I2 carré, plus M I1 I2. Donc ça c'est la puissance du GD. Ça c'est la puissance joule. Et ça c'est la puissance électromagnétique. Total. Auto-induction et induction mutuelle. Mélangé. Ça c'est puissance G. Donc la puissance fournie par le générateur se répartit en deux choses. Les pertes joules, comme d'habitude, et une énergie stockée sous la forme de D2E mag sur dt. Donc 1 égale 1 plus. Et donc à retenir l'énergie électromagnétique stockée ou emmagasinée pourra être fournie également. Emmagasinée par auto-induction et induction mutuelle. Eh bien, elle s'écrit E mag égale à 1,5 de L1 I1 carré plus 1,5 de L2 I2 carré plus M I1 I2. Et dedans, on reconnaît les deux termes, que sont l'induction mutuelle et l'auto-induction. Peut-être pas vert, c'était l'effet joule tout à l'heure. Voilà le bilan d'énergie. Très important. Savoir écrire l'énergie emmagasinée par auto-induction et mutuelle induction. Donc ça faire un beau cœur pour cette expression. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit bilan de puissance? Super. Parfait. Très bien, donc voilà pour la première partie du cours de ce matin.
sur la résolution d'un exercice, la discussion sur les énergies stockées par et induction mutuelle, des formules qui sont à connaître. Évidemment, s'il n'y a que de l'auto-induction, vous enlevez le M et I2, ça fait un demi de L carré. S'il y a de la mutuelle induction, il y aura forcément de l'auto-induction. Si on néglige l'auto-induction devant la mutuelle induction, vous savez, vous pouvez éliminer les termes, les deux autres termes. Mais normalement, ça n'arrive jamais, puisque M reste très inférieur au coefficient d'auto-induction. L. Ok. Très bien. Alors, je sais pas si j'avais numéroté hier le paragraphe. Ça fait un moment qu'on n'a rien numéroté. 3. Okay. C'est un grand 3. Il y a eu un 3, mais il n'y a pas eu de 2. Pas eu de 1. C'est pas très grave. Ah, mais on avait ce petit calcul aussi, on le fera après. On va faire ça. Donc on va refaire le petit calcul de M. Hop. Allez, on va faire ça, et après on fera le transfo pour terminer le cours. Donc, je vous avais donné un petit calcul d'induction mutuelle. Dans le cas de deux solénoïdes. Donc le solénoïde 1 génère un champ magnétique B1 uniforme dans le modèle du solénoïde infini qui s'écrit μ0 N1 sur L1 I1 selon U UX par exemple, on appelle UX le vecteur unitaire ici. Donc ce champ créé par le solénoïde 1 va être perçu par le solénoïde 2 et va être le même pour chacun des spires du solénoïde 2. Donc ce champ est perçu par chaque spire du solénoïde 2. Et donc pour une spire du solénoïde 2, on a le flux de une spire qui est égal à l'intégrale sur la surface d'une spire du solénoïde 2 de B1 produit scalaire ds2. B1 est une uniforme, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale, et donc ça va me faire B1 le produit scalaire S2, et donc si on prend l'orientation qui est identique, comme je l'avais proposé dans l'exercice, vous trouvez B1 fois S2, c'est-à-dire μ0 N1 sur L1 S2 fois I1. Et donc sur les N2 spires du solénoïde, on a donc que le flux total est égal à N2 fois le flux sur une spire. Et donc μ0 N1 N2 sur L1 fois S2 fois I1. Et donc le coefficient de proportionnalité n'est rien d'autre que M. Ça va pour ce petit calcul? Ok. Donc là, je l'ai fait dans le sens entre guillemets assez simple, c'est-à-dire que j'ai pris le champ créé par le grand solénoïde et j'ai calculé le flux de ce champ à travers le petit solénoïde. Je ne sais pas si vous avez essayé de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire partir du champ créé par le petit solénoïde et de calculer le flux à travers le grand solénoïde, c'est un peu plus technique. Hier, on a annoncé que c'était le même coefficient M. Calculons également le flux du champ créé par le petit solénoïde. À travers le grand solénoïde. C'est très mal dit, hein, mais à travers le grand solénoïde.
Alors évidemment, il faut être un petit peu astucieux quand on va faire ça. Il faut être un petit peu astucieux quand on va faire ça. Je vous rappelle le modèle du solénoïde infini. On a un champ uniforme à l'intérieur et nul à l'extérieur. Et nul à l'extérieur. Donc si j'applique le modèle du solénoïde infini pour mon solénoïde 2, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Partout ici, je vais avoir un champ. J'aurais dû enlever B1. B1. Voilà. Donc partout sur cette zone du solénoïde 2, je vais avoir un champ. B2. Et par contre, dans tout l'extérieur, tout autour, le champ est nul. D'après le modèle du solénoïde infini. Le champ du solénoïde 2, pas le champ du premier. Évidemment. Donc là, hop. Un peu vite fait. Ça. Voilà. Donc là, B2 égale 0. Donc quand on va calculer le flux du champ créé par le solénoïde 2 à travers le solénoïde 1, je vais devoir me limiter à la zone de l'espace pour lequel le champ est non nul. Donc cette zone de l'espace est délimitée par cette spire-ci et par cette spire-ci. Et donc cette zone de l'espace, elle est de taille L2. Donc déjà, je ne vais pas devoir multiplier par n inspire, puisque sur la taille L2, je n'ai pas n inspire. Première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que la surface qui va intervenir, c'est la surface S2, le champ est nul en dehors. Donc on va faire ça, maintenant qu'on a compris ça. Donc le flux donc à travers une spire du solénoïde 1. Évidemment, une spire où B2 est non nul. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc le flux sur une spire, c'est égal à l'intégrale sur la spire du circuit 1 de B2, cette fois, scalaire ds1. Et donc ça, attention, ce n'est pas égal à B2 fois S1. Pour la simple et bonne raison que B2 n'est non nul que sur une surface S2. Sinon, il est nul en dehors. Ici, il est nul. Donc je ne dois pas multiplier par S1. Donc attention. Ça c'est faux. Attention, B2 est non nul sur une surface S2. Donc j'en déduis que le flux sur une spire, il est égal à B2 fois S2. C'est-à-dire mu0 N2 sur L2 I2 fois S2. Justement, si le solénoïde 2 a un nombre de spires supérieur à 1, ça ne va pas gêner car on a un champ uniforme. J'ai pas compris votre question. Le solénoïde 2 a un nombre de spires supérieur à 1. À N1, ça ne va pas gêner. Car on aura un champ uniforme. C'est pas le problème. Si le solénoïde 2 est plus grand que le solénoïde 1, j'inverse les raisonnements que j'ai fait ce matin. Ça m'y revient. Attention de bien comprendre. Donc ça c'est le flux sur une spire. Maintenant je vais devoir multiplier par le nombre de spires contenues dans la zone rouge. Ici on va plus rien voir à force sur le dessin. Il faut que je sache combien j'ai de spires du solénoïde 1 dans cette zone rouge. Tout simplement. Donc je dois multiplier le flux total. C'est égal au flux sur une spire. Fois, alors c'est pas fois N1, c'est fois N'1 si on veut. N'1, c'est le nombre de spires du solénoïde 1 dans la zone rouge. Très mal dit encore une fois. Donc il faut que je sois en mesure de calculer combien j'ai de spires du solénoïde 1 dans la zone rouge. Donc sur une longueur L2. C'est simplement un petit produit en croix. On a N1 sur une longueur N1. On a N inspire sur une longueur L1.
Donc sur une longueur L2. On en a. N'1. Je ramène le nombre que j'avais à une spire et je multiplie par L2. Et donc j'en déduis que le flux total est égal à mu0 N2 sur L2 I2 S2 fois N1 sur L1 L2. Et donc les L2 se simplifient. Et j'en déduis que le flux total il est égal à mu0 N1 N2 sur L1 S2 I2 et le coefficient de proportionnalité c'est M. Et on retrouve bien ce qu'on avait tout à l'heure. N2 sur L1 S2. Donc c'est un peu plus astucieux, il faut faire beaucoup plus attention aux conditions du modèle. Mais on retrouve bien que M est indépendant ici. Que ce soit 1 vers 2 ou 2 vers 1. En fait, le Selenium 2 ne sera pas totalement. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Si c'est le Selenium 2 qui entoure le Selenium 1, je fais le raisonnement inverse de ce que j'ai fait. C'est pas parce que je l'ai appelé 1 qu'il est toujours 1. Il a le droit de devenir le 2. Pas parce que je l'ai appelé 1 qu'il est toujours 1. Il a le droit de devenir le 2. C'est complètement arbitraire. Cette fois-ci, au lieu d'avoir des S2 dans mon M, j'aurais des S1. Au lieu d'avoir des S2 dans mon M, j'aurais des S1 si jamais le plus grand c'est le plus petit. J'aurais des S1 au lieu des S2. Ça change rien. Est-ce que ça va pour le calcul de M dans les deux cas? Non, mais je veux dire, pas de soucis. Parfois, quand on lit des phrases écrites, on a du mal à comprendre la question. Aucun problème. Est-ce que c'est à peu près clair le calcul? Même pour le deuxième cas, vous avez compris les subtilités dans le deuxième cas, il fallait bien faire attention au nombre de spires. Le deuxième est moins clair. Donc mon explication était pas claire ou c'est moins facile? Non, je peux tout reprendre. Clair mais moins facile. Alors ce que j'ai expliqué, c'est que dans le cas numéro 2, vous avez un solénoïde. On regarde le flux du champ créé par le petit solénoïde à travers le grand solénoïde. La seule zone de l'espace où le champ créé par le petit solénoïde est non nul, c'est cette zone-là. D'après le modèle du solénoïde infini. Jusque-là, c'est à peu près clair. Donc la seul endroit où j'ai potentiellement un flux non nul, c'est dans la partie rose. Que là que j'ai un flux non nul. Donc je vais calculer le flux dans la partie rose. Et donc le flux c'est P scalaire S. Donc c'est B scalaire S, le flux. Le champ que je calcule, c'est le champ créé par le solénoïde 2, le petit. Sauf que la surface à travers laquelle le champ est non nul, eh bien c'est uniquement la surface 2 qui est ici, puisque si je prenais la surface totale, S1 ça représenterait ça. Ça ce serait S1, mais vous voyez bien que le champ il est nul sur une grande partie de cette spire, donc c'est pour ça que je le multiplie par S2. Et ensuite, pour avoir le flux total, je dois multiplier par le nombre de spires du solénoïde 1 qui sont soumis à ce champ magnétique B2. Et le nombre de spires du solénoïde 1 qui sont soumis à ce champ magnétique B2 sont contenus dans la zone rouge que j'ai représentée ici. En dehors, le champ est nul encore une fois. Et donc j'essaie de calculer combien j'ai de spires du solénoïde 1 sur une distance L2. Je sais que j'en ai N1 sur une distance L1. Je cherche combien j'en ai sur une distance L2. C'est un produit en croix. Tout simplement. Je sais pas si c'est plus clair ou moins clair. Sinon vous méditerez, normalement ça se comprend assez bien. Très bien. Donc voilà pour ce petit calcul que je voulais qu'on fasse. On va voir cet exemple-là. Donc on va terminer avec une application qui est le transformateur de tension.
Alors cette année, en MPSI, il n'y a pas grand chose à en savoir de ce transformateur de tension. On va faire une étude assez simplifiée. Une étude d'un modèle idéal, sans perte. Vous verrez encore une fois, j'insiste beaucoup sur la filière PSI, c'est pas du tout l'incité à l'enfer PSI, mais vous faites beaucoup plus d'électrotechnique en filière PSI qu'en MP. En MP, vous allez faire surtout de la physique mathématique, la physique des ondes, principalement, un peu d'optique ondulatoire, de l'électromagnétisme, donc énormément de physique des ondes. Et en filière PSI, vous allez faire un peu moins de physique ondulatoire, beaucoup plus de physique des machines. Vous allez faire des hacheurs, vous allez faire des moteurs à courant continu, vous allez faire des moteurs synchrones, asynchrone, vous allez faire des transfos, vous allez faire beaucoup d'études techniques qui, à mes yeux, est très intéressant. Après, il faut aimer. Certains n'aiment pas trop. Moi, j'aime beaucoup. Après, certains n'aiment pas trop. Donc ici, on va étudier le transformateur. Alors, un transformateur, c'est quoi? Un transformateur, c'est un dispositif, c'est un appareil qui permet de changer une tension. Un appareil permettant de changer la valeur efficace. C'est intéressant de parler en valeur efficace quand on a des grandeurs sinusoïdales. Ou l'amplitude, évidemment, c'est la racine de près d'une tension. Et de l'intensité. On va montrer que également les intensités changent. Entre ce qu'on appelle un circuit primaire et un circuit secondaire. Donc le transfo, c'est le bon appareil qui permet de passer d'une tension à une autre, à l'aide d'un circuit primaire et d'un circuit secondaire. Il est très utilisé, que ce soit à votre échelle, comme j'en ai déjà parlé, des objets, et aussi à grande échelle, évidemment, à haute tension. Vous savez qu'il y a des transformateurs qui sont présents dans les villes, et qui permettent de faire revenir dans un sens de faire partir la tension qui est assez faible, et dans l'autre sens et dans l'autre sens de faire revenir très faible. Pourquoi on fait ça? On peut montrer, je vous montrerai l'an prochain, que vous soyez en MP ou en PSI, que les pertes sont beaucoup plus faibles quand on est à très haute tension. Donc on se met à très haute tension pour transporter le courant, pour avoir des pertes plus faibles. Une fois que vous êtes arrivé dans votre réseau domestique, il faut pouvoir remettre votre tension à la tension secteur à 230 volts efficace. Donc pour cela, on utilise des transformateurs tels que celui qu'on va regarder juste après. Donc ça, c'est très important. Et donc évidemment, il ne peut être, on en a déjà parlé, utilisé qu'avec des tensions alternatives. Sinon, il n'y aura pas d'induction si vous essayez de mettre brancher une tension continue sur une tension continue à baisser d'un facteur 10 ou 20 de l'autre côté. Ça ne marchera qu'avec les tensions alternatives. C'est pour ça qu'il faut des astuces pour revenir à une tension continue. On fera un petit exo dans le TD qui est intéressant, avec un redresseur et ensuite un bon filtrage. On rappelait peut-être le filtre moyenneur. Avec un filtre moyenneur, on peut récupérer une tension continue. C'est assez pratique. Donc sa constitution à ce transformateur, il est constitué d'un matériau ferromagnétique. Alors pourquoi ferromagnétique? Parce que c'est un matériau qui canalise les lignes de champ. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le champ magnétique B, créé par les circuits primaires et les circuits secondaires, ne s'enfuit pas du transformateur vers l'extérieur, mais reste cloîtré à l'intérieur. Et pour ça, on utilise un matériau ferromagnétique. Alors vous verrez l'an prochain, on nous dira que le matériau ferromagnétique est feuilleté. Ça veut dire qu'il est formé par assemblage. Ça, c'est pour limiter les pertes par courant. On parlera l'an prochain. Donc, dans le but est de limiter et de canaliser les lignes de champ B. Ça, c'est l'idée principale. Et donc, autour de ce matériau, on vient faire deux enroulements. Donc, on a deux enroulements.
fils de bobinage finalement. Qui sont le circuit primaire et le circuit secondaire. Donc, un transfo, si on veut résumer, grosso modo, c'est quoi? C'est un morceau de ferromagnétique, matériau ferromagnétique, un morceau de fer par exemple, et ensuite vous enroulez au primaire et au secondaire deux fils, ce qui fait que vous avez un transformateur. On va noter N1, grand N1, le nombre de spires du primaire. Et grand N2, le nombre de spires du secondaire. On montrer une petite photo. À quoi ça ressemble. Alors très souvent. Pardon. Très souvent, les matériaux sont sous forme torique. Forme de donut. C'est pas encore la même chose. Ah si, c'est bien celle-ci. Voilà un exemple de transformateur. Exactement. C'est pour ça qu'on le note comme deux ronds. Exactement. Deux enroulements de fil, deux bobines, si on veut. C'est vraiment grosso modo deux bobines. Donc le champ B va être canalisé à l'intérieur du matériau. Ça va être vos lignes de champ qui vont être orientées dans un sens ou dans l'autre, c'est pas important. Et ce champ B va être ressenti. Va pouvoir être calculé. On va pouvoir calculer le flux de ce champ B à travers chacun des enroulements de notre circuit primaire ou secondaire. Et donc le fait qu'il y ait un flux, si jamais les circuits sont alimentés par des courants qui dépendent du temps, va également dépendre du temps. Et si le flux dépend du temps, on aura de l'induction. Donc les deux circuits. Donc les deux circuits, primaire et secondaire, sont en mutuelle induction. Et l'idée, ça va être d'augmenter cette mutuelle induction à l'aide justement de ce matériau ferromagnétique. Donc on essaye de maximiser le couplage à l'aide du ferromagnétique. On fera une petite expérience mardi où juste avec deux bobines en mutuelle induction, vous verrez que quand on rajoute un petit morceau de fer dedans, un noyau en fer dedans pour canaliser les lignes de champ, vous allez voir que l'induction mutuelle augmente énormément. C'est assez impressionnant. Donc là, c'est le principe ici de l'induction mutuelle maximisée par couplage à l'aide d'un matériau ferromagnétique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de l'induction? Essayons de comprendre avec étude qualitative avant de faire deux, trois calculs là-dessus. Donc le circuit primaire est parcouru par un courant dépendant du temps. Donc la plupart du temps, le circuit primaire, c'est celui qui est branché sur un générateur. Donc le circuit primaire est parcouru par un courant dépendant du temps. Donc la plupart du temps, il est branché sur une source de tension. Sinusoïdale. Donc ce circuit primaire, comme il est parcouru par un courant dépendant du temps, il génère ainsi un champ V qui va se propager dans le matériau ferromagnétique. Un champ B. Dépendant du temps, très important. Fondamental dans le matériau ferromagnétique. Alors, je vais écrire matériau ferro pour gagner un petit peu de temps. Et comme ce champ B est généré dans le matériau ferromagnétique, il est ressenti par le circuit secondaire, le flux de ce champ
à travers le circuit secondaire dépend du temps. Et comme le flux dépend du temps, il apparaît un phénomène d'induction. On a un flux plus dépend du temps. Donc on a un phénomène d'induction de Neumann. Et qui dit induction de Neumann dit apparition d'un courant induit dans le secondaire. Apparition d'un courant induit dans le secondaire. Si le circuit est fermé, évidemment. Si le circuit est ouvert, il n'y aura pas de courant induit. Si vous le branchez sur un rien, mettez à vide, évidemment, il n'y aura pas de courant, il y aura juste une tension. Et donc d'une force électromotrice de Faraday. E égale moins des flux sur dt. Voilà un petit peu le concept. Un primaire parcouru par un courant dépendant du temps. Qui dit courant dépendant du temps dit chambé dépendant du temps. Qui dit chambé dépendant du temps dit flux dépendant du temps dit induction de Neumann, Faraday. Calcul de la force électromotrice de Faraday. Et on va en déduire une petite propriété intéressante des transformateurs idéaux de tension. Donc, hypothèse de notre transformateur. Nous, on va travailler sur un transformateur idéal. Encore une fois, les pertes seront vraiment étudiées l'an prochain. De tension. Donc on néglige toutes les pertes. Alors les pertes, il y en a plusieurs. Il y a les pertes par effet Joule, on va les négliger. Celles-ci, elles sont assez faciles à modéliser. Il suffit de prendre R égale 0. Tout simplement. On va négliger les pertes qu'on appelle les pertes fer. Ce sont des pertes dues au courant de Foucault. On va négliger ce qu'on appelle les pertes par hystérésis. Ça, vous verrez l'an prochain que le ferromagnétique a un cycle d'hystérésis. Donc, on va les négliger également. Ça, c'est un petit programme, on va pas en parler trop longtemps. Et donc, la conséquence, c'est qu'on va également supposer que le champ B est le même partout dans le tore. Partout dans le ferromagnétique. Ça va nous simplifier les calculs. Partout dans le ferromagnétique. Ça va nous simplifier les calculs. Voilà ce qu'on suppose. On suppose qu'il n'y a pas de perte. On suppose que le champ est le même. Partout dans le transfo. On suppose que le champ est le même calculer les flux. Partout dans le transfo. Et donc on va pas calculer au primaire et au secondaire. Et on va se rendre compte qu'on obtient un résultat assez intéressant. Les rapports des tensions. Donc calculons les flux. Au primaire et au secondaire. Donc on a le flux du primaire qui est égal à l'intégrale de B produit scalaire ds sur le circuit primaire pour une spire. Et donc ça va être égal à B fois S. 1. Et donc pour les N inspires du primaire, on récupère que le flux total est égal à N B fois S1. Alors on discutera après un petit peu de l'orientation. Comment savoir si c'est un plus ou un moins. Pour l'instant, je prends le signe plus. Signe plus. Pour cette partie, vous verrez après que pour un transfo, évidemment, étant donné que l'orientation est importante, il peut y avoir également un moins. Ça, on verra juste après comment le voir. Et donc, de même
pour le secondaire, on va se retrouver avec flux total qui va être égal à N2 cette fois-ci, B fois S2. Sauf que les deux circuits sont enroulés sur le même matériau, S1 égale S2. Vous voyez bien sur la petite image qu'il y a au-dessus. On avait tout à l'heure, on voit bien que l'enroulement se fait sur le même tore, donc la surface du tore est la même pour les deux enroulements. Et donc, ça va nous simplifier un petit peu le travail après. Donc on a flux 1, flux 2, qui est égal à N1 BS et flux 2 qui est égal à N2 BS. Ok. Maintenant, on va modéliser l'induction tout simplement par les circuits équivalents de Faraday. Donc, comment je vais redessiner mon transfo? Je vais le redessiner de manière très simple. Je vais dessiner mon premier circuit équivalent. Alors, il est fermé sur un générateur. Pour l'instant, j'en sais rien sur quoi il est fermé. Alors, il est fermé sur un générateur. Pour l'instant, j'en sais rien sur quoi il est fermé. E1. Je vais juste dessiner mon générateur. Dans le circuit secondaire, E1. Dans le circuit secondaire, j'ai la même chose. Avec E2. Et donc, j'ai une tension U1 ici. Qui peut être celle d'un générateur. J'ai une tension U2 ici. Par exemple, qui serait celle si on branchait sur une charge. Si on veut charger quelque chose avec le transformateur. Et donc, j'ai quand même une mutuelle, je vais le représenter. Ils sont en mutuelle induction. Donc, on a directement E1 qui est égal à moins d de flux 1 sur dt. Qui est égal à moins N1 S dB sur dt. Et E2 égale à moins d sur dt. Qui est égal à moins N2 S dB sur dt. Ça, c'est la loi de Faraday. Et donc nous on veut connaître le rapport des tensions U1 et U2 qui sont les tensions en entrée et en sortie du transfo. C'est très simple. Avec U1 qui est égal à moins E1 et U2 est égal à moins E2. On a tout simplement U1 est égal à plus N1S dB sur dt et U2 est égal à plus N2S dB sur dt. Et donc le rapport des tensions, U du secondaire sur U du primaire. Ça c'est le secondaire, ça c'est le primaire. Je viens de perdre ma connexion apparemment. C'est revenu. Ok. Et donc U2 sur U1. Sur U1, c'est-à-dire U du secondaire sur U du primaire est égal à N2 sur N1. Donc pour un transformateur idéal, le rapport des tensions, c'est le rapport des nombres de spires. Un résultat remarquable. Pour un transfo idéal, le rapport des tensions. Secondaire sur primaire est égal au rapport du nombre de spires. Et ça c'est absolument remarquable. Donc si vous voulez amplifier ou atténuer d'un facteur 100, il faut que vous ayez un facteur 100 entre le nombre de spires. Et ainsi de suite. Alors évidemment, là on a fait un modèle très simple. On a négligé les résistances. Vous pouvez évidemment ne pas négliger les résistances si vous avez un circuit qui a 100 spires et l'autre qui en a une. La résistance va être beaucoup plus grande pour le circuit qui a 100 spires que pour celui qui en a une. Évidemment, ça ne va pas marcher aussi bien dans la vraie vie. Pour un transfo idéal, le rapport des tensions est égal au rapport des nombres de spires. Ça c'est absolument fondamental et absolument remarquable. Donc voilà pour le petit calcul qu'on a fait ici. Donc souvent on note M.
égale à N2 sur N1, ce qu'on appelle le rapport de transformation. Très bien. Très bien. Ça va pour le petit calcul? Ça va pour le petit calcul? Donc sur le transfo, vous n'avez pas grand-chose à savoir. On va regarder après le programme officiel. Je ne me souviens plus exactement ce qui est écrit dedans. Il n'y a pas vraiment grand-chose à savoir. Si ce n'est que, en effet, pour un transformateur idéal, vous avez un rapport de tension entre le primaire et le secondaire qui est égal au rapport de nombre de spi. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Auto-induction, différentiel flux propre des flux extérieurs, utiliser la loi de Lens, évaluer et connaître l'ordre de grandeur de l'industance propre. Et puis l'énergétique. Je sais même pas vraiment préciser. Connaître les applications dans le domaine de l'industrie ou du courant. D'accord. Super. Je viens de regarder le programme officiel, il n'y a même pas écrit le mot transformateur. Donc, à partir de là, Mathieu, je ne vais pas vous demander de le redémontrer. Ça m'étonne. Conduire un bilan de puissance et d'énergie dans un système siège d'auto-induction. Ça on l'a fait. Établir un système d'équation. Inductance mutuelle entre deux bobines. D'accord. Bon. Connaître des applications dans le domaine de l'industrie ou de la vie courante. Vous devez juste savoir que le transformateur est une application de l'auto-induction. C'est à peu près tout. De l'induction mutuelle. Ok. Donc voilà pour ce petit transfo. Le premier calcul qu'on a fait. Alors on peut également trouver le rapport des intensités. C'est un petit peu plus technique si on veut le faire proprement. Il faut passer par l'aimantation qu'on appelle le vecteur H qui est égal à B sur mu. Et ensuite utiliser le théorème d'Ampère généralisé avec H, c'est pas du tout au programme, mais on peut tout simplement utiliser le fait que la puissance du primaire est égale à la puissance du secondaire pour un transformateur parfait. Donc pour un transformateur parfait. Bien, la puissance au primaire, la puissance délivrée au primaire est intégralement retransmise au secondaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte. Et donc si vous écrivez que en valeur absolue, la puissance du primaire est égale à la puissance du secondaire, eh bien vous pouvez écrire que U1 fois I1 est égal à I2 fois I2. Et donc vous pouvez trouver le rapport des intensités qui est I2 sur I1 égale à U1 sur U2. Et donc ça c'est égal à N1 sur N2, c'est 1 sur le rapport de transformation. Donc on peut quand même trouver une petite info sur ici les intensités. Ça se démontre proprement avec un théorème d'Ampère en considérant que le matériau est fortement ferromagnétique et donc que H tend vers 0. Vous avez N1 plus N2 égale 0. On ferait ça l'an prochain. C'est beaucoup de choses qu'on a introduit cette année qui seront beaucoup plus détaillées l'an prochain. Alors il nous reste à présenter le schéma électrique du transfo et la notation avec les petits points en 2D qui nous permet de savoir si on doit avoir plutôt plus ou moins N2 sur N1. C'est celle-ci. Voilà. Donc voilà un schéma 2D du transformateur. Donc et représenter le primaire ici, circuit primaire, et le secondaire de l'autre côté. Simplement. Donc ça c'est le primaire. Et le secondaire de l'autre côté. Ça c'est le secondaire, donc on les représente. Ça c'est le primaire. Séparés.
Alors que même ça c'est le secondaire, donc on les représente. C'est pas un problème, mais nous évidemment pour notre schéma équivalent, elles sont représentées séparées. Et alors il y a une petite notation avec les points. Ici il y a des points. Donc les points servent à connaître le signe des flux. Puisque ici en 2D, vous ne pouvez pas savoir si l'enroulement conduit à un flux positif ou négatif. Vous ne pouvez pas appliquer la règle de la main droite. Et donc la convention, c'est que un courant entrant vers un point conduit à un flux positif. Donc si le courant arrive sur les points, eh bien ça donne un flux positif. Si le courant sort des points, ça donne un flux négatif. Tout simplement. Donc pour cet exemple, on aurait phi 1 positif. Que le courant arrive sur le point, et par contre ici il sortirait du point. Donc flux négatif, et donc tout calcul fait, on aurait U2 sur U1 cette fois-ci qui serait égal à moins N2 sur N. Attention aussi. C'est la seule subtilité entre le transformateur, c'est les signes des différents flux. Ok. Donc voilà la notation du transfo. Encore une fois, c'est pas exigible cette année. Nous en referez l'an prochain. Donc il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va pour ce chapitre sur la réduction de Neumann. Donc on verra quand même des applications du transfo, un exercice avec. La seule chose que vous devez savoir, c'est vraiment que le rapport des tensions c'est égal au rapport de Spear au signe près. Pas trop compris l'histoire des points. L'histoire des points, c'est juste parce que pour connaître le signe d'un flux, vous savez qu'il faut appliquer la règle de la main droite pour le vecteur surface. P est imposé. Donc lui, vous ne pouvez pas trop savoir dans quel sens B est imposé. Qui est imposé par le circuit numéro 2. Donc pour savoir si c'est le flux va être positif, négatif, il faut, avec la règle de la main droite, orienter le vecteur surface. Sauf que si on vous donne un schéma en 2D tel que celui à droite, vous ne pouvez pas appliquer la règle de la main droite pour orienter le vecteur surface. C'est impossible. Comme c'est en 2D. Donc c'est pour ça qu'on met des points, et les points ils ont comme signification que si jamais le courant entre sur l'endroit où il y a le point, comme c'est le cas pour le I1, eh bien on considère que le flux est positif. Après on pourrait vous demander de dessiner en 3D le c'est juste une convention. Et inversement, si le courant sort de l'endroit où il y a le flux est négatif. Donc en effet, comme dit Hugo, si le point rouge de droite était en haut, on aurait un plus. Si on a la situation avec les points tous les deux en haut ou tous les deux en bas, ça donnerait 2 sur U1 égale à N2 sur N1. Et par contre, la situation où les points sont croisés, et bien ça donne 2 sur U1 égale moins N2 sur N2. Avec la convention des courants, évidemment, si vous changez le sens des conventions des courants, ça change le truc. Le orange et les verts. C'est juste une convention pour vous aider en 2D. Les transfos, évidemment, ça marche dans les deux sens. C'est une haute tension et une basse tension, une basse tension, une haute tension. Ce qu'il faut avoir bien compris, c'est que ça ne marche qu'en régime sinusoïdal, ne peut pas avoir d'induction. Très important. Et c'est pour ça que quand vous cherchez, si on vous demande d'essayer de... Oui, je vais vous en parler juste après. Donc si on vous demande de créer un dispositif, une chaîne qui permet de charger un téléphone à 12 volts,
un téléphone à 12 volts. Il ne faut pas dire, tiens, continue. je vais passer du 220 continu avec un transfo. Ça, vous pouvez pas. Ça ne marchera jamais. Ça, vous pouvez pas. Je vais d'abord passer appliquer un rapport de transformation sur votre valeur efficace. Et ensuite, seulement vous pouvez pas avoir un transformateur de tension continue. Ça n'existe pas. Donc c'est un peu l'inconvénient, c'est que vous avez ensuite vous avez un sinus qui est transformé en un sinus, certes d'amplitude plus grande ou plus faible, mais après si vous voulez du courant continu, il faudra un jour ou l'autre redresser et filtrer. La chaîne, si on veut schématiser, c'est un grand sinus, transfo, un petit sinus, redresseur, quelque chose tout le temps positif, filtrage, une grandeur continue. Voilà grosso modo ce qu'on fait. Pour la chaîne d'un chargeur, ça ressemble à ça. On verra l'exercice du thé. Donc si vous n'avez pas d'autres questions pour aujourd'hui, ce chapitre, il nous reste un chapitre à traiter. On fera mardi, on aura quasiment fini mardi. Et après on essaiera de faire pas mal d'exos. Mercredi, jeudi, vendredi pour terminer là-dessus. Donc plus du tout de questions. Donc cette fois normalement c'était notre. Je serai pas là la semaine suivante. Je pars le dimanche prochain. Donc j'arrête le vendredi. 18. Il nous reste une semaine. Exactement. Grosse semaine, mais une semaine. On n'allait pas être triste que l'année se termine, Léa. Ou alors vous pleurez de joie. Yes. Très bien, donc je vous laisse aller manger tranquillement. Une pause avant, et puis après vous avez un peu de maths. Cet après-midi pour terminer la semaine. Je vous laisse. On aura TP ou TD. Je pense qu'on fera TD. Il faut qu'on fasse quand même des exos. Mais on fera TD d'une manière un peu différente que d'habitude, je pense. On verra. Comment nous avons décrit la bobine par des phénomènes magnétiques? On peut l'écrire. Le condensateur va être décrit par des phénomènes électrostatiques, Mathieu. C'est-à-dire que pour décrire un condensateur, on va pas utiliser le champ électrique, Vous verrez l'an prochain, vous allez le faire, comment, à partir de l'expression du champ électrique, on remonte à la capacité C du condensateur. Ici, on a vu comment, à partir du champ magnétostatique, on peut remonter à l'inductance, L. L'an prochain, vous allez voir comment, à partir du champ électrostatique, on remonte à la capacité. C'est une bonne question, mais en effet. L'an prochain, vous allez d'abord faire vraiment une étude séparée de magnétostatique, électrostatique, que du champ B, Après, vous allez faire l'induction. Induit un champ B. Induit un champ B. Et après, vous allez faire montrer qu'un champ B induit un champ E. Équation de Maxwell, etc. Et d'abord, vous allez faire les deux études. Ici, je fais une étude purement magnétostatique. Parce que je suis dans les RQS, donc je peux négliger le champ électrique résultant, mais si je n'étais pas dans les RQS, je vous montrerai l'an prochain que champ magnétique dépendant du temps égale champ électrique. Et donc forcément, je serai normalement obligé de prendre en compte le champ électrique, chose que je ne fais pas puisque je suis dans la RQS. Donc bonne journée à tous, bon week-end, bon appétit, et puis en effet, à mardi. Mardi matin, 8h. Et pas 8h30.